Dans les deux premières vidéos, on a suivi l'ascension de Taylor Sheridan, un scénariste devenu cinéaste, un auteur devenu empire. Avec Sicario, Hell or High Water, Wind River, Yellowstone, 1883 et 1923, il a raconté l'Amérique comme plus personne ne le faisait. Depuis la terre, depuis la poussière, depuis l'arrière-pays. Et ces récits ont touché des millions de spectateurs. Aujourd'hui, selon un rapport du Wall Street Journal, la Paramount dépense près de 500 millions de dollars par an pour faire vivre ce qu'on appelle désormais le Sheridanverse, un univers télévisuel entièrement bâti autour de son écriture. 7 séries en cours, d'autres à venir, une cadence de travail infernale qui fait de Sheridan l'un des derniers scénaristes maison d'Hollywood, capable de tenir un studio à lui tout seul. Parmi ces séries, on retrouve bien sûr Yellowstone et ses spin-offs, mais aussi Tulsa King, dans laquelle Sylvester Stallone incarne un mafieux exilé à Tulsa après 25 ans de prison. Landman avec Billy Bob Thornton en lobbyiste du pétrole, Mayor of Kingstown qui suit le quotidien d'un médiateur politique dans une ville dominée par les prisons privées avec Jeremy Renner en tête d'affiche, et Special Ops Lioness avec Zoé Saldana centrée sur une unité d'infiltration féminine dans la lutte contre le terrorisme, sans compter les 2 nouveaux spin-offs de Yellowstone attendus pour 2025. 7 séries en moins de 7 ans. Et l'homme écrit tout. Pas de writer's room, pas de pool de scénaristes. Taylor Sheridan écrit seul. Il dirige seul. Il impose un modèle industriel hérité du Fordisme, mais au service d'un imaginaire anti-moderne. Le rythme est inhumain pour Those Who Wish Me Dead, un film mineur dans sa carrière. Il raconte avoir tourné toute la semaine et écrit la saison 3 de Yellowstone le week-end, livrant un épisode tous les lundis à Paramount. Sa méthode ? Hygiène militaire, discipline texane, corps affûté, diète stricte, injection de vitamine B12 pendant les tournages. Sheridan n'est pas un artiste qui attend l'inspiration, c'est une machine qui tourne, un empire qui doit produire. À tout cela, il faut ajouter la facette businessman. En 2020, Sheridan rachète des parts du ranch 6666 ou Four Sixes, l'un des plus grands du Texas, qu'il transforme à la fois en exploitation réelle, en décor de série et en marque. Dans les dernières saisons de Yellowstone, le ranch devient omniprésent, mentionné, filmé, valorisé. La frontière entre fiction et placement de produits se brouille. Sheridan vend une vision de l'Amérique, tout en la monétisant. Alors une question se pose, Taylor Sheridan est-il encore un auteur ou bien est-il devenu le gestionnaire d'un conglomérat narratif? Car les critiques se multiplient. À chaque nouvelle production issue du Sheridanverse, on pointe les mêmes faiblesses. Des personnages réduits à des archétypes, des dialogues caricaturaux, parfois auto-parodiques, une philosophie viriliste répétée jusqu'à l'épuisement, une esthétique figée qui recycle toujours les mêmes formules. Toutes ces séries semblent tourner autour de ce même archétype sheridanien. Un personnage qui ne change pas, mais qui incarne une posture. Un cow-boy taiseux, une femme brisée mais féroce, un ancien militaire traumatisé, un flic désabusé, une figure de l'ordre, souvent sacrificielle, toujours méfiante envers l'État. Des figures graves, dures, authentiques, mais parfois au détriment de la nuance, de la surprise, de l'évolution. Mais malgré ces critiques, le succès populaire ne faiblit pas et surtout, le contexte joue pour lui. Depuis la pandémie, Hollywood est en crise, les blockbusters s'effondrent, le streaming perd de l'argent, les franchises s'usent. Et dans ce désert narratif, les séries de Sheridan font office d'oasis parce qu'elles répondent à une attente, une soif de récits enracinés, de verticalité, de grandeur et peut-être aussi de reconquête culturelle. La réélection de Trump en 2024, les scores surprenants de films comme Sound of Freedom, massivement relayés par les réseaux QAnon malgré sa pauvreté formelle, témoignent d'un phénomène plus profond, le retour d'un imaginaire conservateur. Mais voilà, Sheridan ce n'est ni Trump ni QAnon et c'est peut-être là que les choses deviennent intéressantes. Taylor Sheridan n'est pas un idéologue, mais il a un monde de silence, de frontières, de bêtes et de balles, un monde où la terre
comptent plus que les mots, où la dignité se mesure à la façon dont on tient debout, pas à ce que l'on pense. Sheridan se méfie des causes, des slogans, des grands discours. Il l'a dit, il l'a répété, il l'a martelé, il ne veut pas prêcher, pas de morale, pas de message, juste montrer le monde tel qu'il est. C'est une rhétorique ancienne, typique de la droite américaine. Pas la droite des églises ou des croix brûlées, mais celle des ranchs, du stoïcisme, des hommes qui font ce qu'ils ont à faire sans se plaindre. Whatever happened to Gary Cooper? The strong, silent type. That was an American. He wasn't in touch with his feelings, he just did what he had to do. See what they didn't know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings, that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this, and dysfunction that, and dysfunction motherfucking. Dans cet esprit, Sheridan rejette les récits de rédemption édifiants. Il a une haine féroce pour Forrest Gump. Pour lui, c'est l'exemple même de la fausse modestie américaine. Un film qui vend l'idée que la bonté naïve peut sauver une nation. Il trouve cela absurde, menteur, délétère. Son monde, à lui, est dur, injuste, froid. Il faut y survivre par la force. Pas la force brutale, la force intérieure, la discipline, le devoir. Chez Sheridan, même les femmes sont viriles. Beth Dutton dans Yellowstone est une tornade sans filtre et sans limite. Margaret dans 1883 affronte la mort avec une sécheresse quasi biblique. Cara dans 1923 incarne la rigueur et l'intelligence politique d'une régente. Et encore dans 1923, Théona, la jeune amérindienne arrachée à sa culture par l'Église et par l'État, devient l'une des figures les plus bouleversantes de la saga, par sa résilience, par sa rage, par son intelligence, par son courage. Ce ne sont pas des militantes, ce ne sont pas des porteuses de slogans, ce sont des femmes puissantes parce qu'elles tiennent, parce qu'elles traversent, parce qu'elles savent. Ce n'est pas du féminisme au sens militant, ce n'est pas de l'antiféminisme réactionnaire non plus, c'est, encore une fois, sheridanien. Et ce que Sheridan glorifie, ce n'est pas l'ordre social, c'est des personnages enracinés, ancrés, des figures de la stabilité dans un monde qui vacille. On a parfois tenté de le rapprocher de l'individualisme de Ayn Rand, mais la comparaison est trompeuse. Rand rêvait d'individus géniaux, arrogants, supérieurs. Sheridan, lui, filme des hommes et des femmes modestes, silencieux, blessés, des gens qui doutent, qui souffrent, qui tiennent quand même. Pas de l'élitisme libéral, mais une forme de noblesse du quotidien, un traditionnalisme terrien, pas une méritocratie narcissique. Et dans cet univers, l'État est toujours un problème. Dans Wind River, il arrive trop tard ou avec les mauvaises armes. Dans Hell or High Water, il est une machine froide, incapable de comprendre la douleur sociale qu'elle a elle-même engendrée. Dans Yellowstone, il est le complice des spéculateurs, des promoteurs, des multinationales. Mais attention, cette suspicion n'est pas un appel à la révolution. Sheridan n'est pas un anarchiste. Il ne rêve pas d'un monde sans loi, sans structure, sans cadre. Il rêve d'un monde où l'État ne viendrait pas désorganiser des équilibres ancestraux. Sa colère ne vient pas de l'idéologie, elle vient du terrain. Ce qu'il raconte, c'est l'effacement progressif des savoirs, des communautés, des solidarités rurales au profit d'une gouvernance froide, lointaine, arrogante. Dans cet univers, l'élite est un mot sale. Elle est celle qui vend la terre, qui impose des lois absurdes, qui moralise depuis les villes sans jamais mettre les pieds dans un champ, ni tirer une balle, ni voir une bête mourir. Et ce rejet de l'élite traverse toutes ces séries. Dans Yellowstone, les personnages les plus méprisables sont les politiciens de carrière, les avocats d'affaires, les agents immobiliers new-yorkais. Dans Mayor of Kingstown, les réformes progressistes de la prison mènent au chaos. Dans Lioness, les bureaucrates empêchent ceux qui savent de faire ce qu'ils doivent faire. Mais Sheridan ne tombe jamais dans le complotisme. Il ne parle pas de deep state, il ne donne pas de bouc émissaire, il ne cède pas au délire paranoïaque. Il parle d'aveuglement, d'arrogance, de distance. Ce qui l'oppose à l'État, ce n'est pas la violence pure, c'est le savoir local, la mémoire des anciens, la compétence silencieuse, la capacité à survivre dans un monde que l'on connaît parce qu'on l'habite. Et cette idée revient en boucle dans ses monologues les plus célèbres, celui de John Dutton sur les végans dans Yellowstone par exemple. Il y explique que tuer un cerf pour nourrir sa famille pendant un an est plus éthique que d'acheter des légumes cultivés à l'autre bout du pays ou du monde avec des pesticides et des moteurs diesel. Ce n'est pas un appel à la chasse, c'est une leçon d'économie terrienne, une écologie
du réel. Dans Wind River, Jeremy Renner parle de la mort comme d'un phénomène naturel, brutal, que les citadins refusent de regarder en face. Il dit « La douleur, tu ne peux pas la fuir, tu ne peux pas l'oublier, tu dois marcher avec elle jusqu'à ce qu'elle devienne ton amie. » Dans ce même film, il parle aussi de la chance qui existe dans les villes et ses environnements contrôlés, mais qui n'existe pas dans la nature, parce que quand la nature devient brutale, c'est la soif de vivre qui fait la différence entre vivre et mourir. Et c'est peut-être là la plus belle définition de l'Amérique de Sheridan, une nation qui n'a jamais voulu regarder ses blessures, mais qui va devoir apprendre à les porter, car sa philosophie n'est pas une nostalgie pure, c'est une forme d'acceptation tragique. Oui, l'Amérique a fait du mal. Oui, elle a menti. Elle a volé. Elle a détruit. Mais ce n'est pas en battant sa coulpe à la télévision qu'elle va réparer tout cela. C'est en regardant son histoire droit dans les yeux, en acceptant ce qu'il a fallu traverser, ce qu'il a fallu perdre, et peut-être alors en trouvant un terrain de réconciliation. Et là encore, la réconciliation, ce n'est pas un programme, c'est un geste, une idée. Dans 1923, c'est Théona qui fuit les prêtres pour retrouver sa terre. Dans 1883, c'est la conscience que l'installation des migrants européens est bâtie sur une promesse fragile, un équilibre qui est déjà fracturé. Et Sheridan pose cette équation troublante. Les colons et les Indiens ont été trahis par les mêmes, par le gouvernement, par l'État, par l'élite. Alors non, Sheridan ne veut pas refaire l'histoire, il veut qu'on la regarde. Vraiment, pas pour distribuer les bons et les mauvais points, mais pour comprendre comment un pays se fabrique par la douleur, par la terre, par le sang. Taylor Sheridan n'est pas un porte-parole de l'Amérique trumpiste. Il n'a jamais fait campagne pour un candidat et ne donne pas d'interview politique. Il ne s'exprime ni sur Fox News, ni sur CNN. Et pourtant, depuis le succès de Yellowstone, nombreux sont ceux qui tentent de l'enrôler. À droite, on le brandit comme un contre-modèle, un scénariste non-woke, un cinéaste qui parle vrai, un héritier d'une Amérique virile, enraciné, réactionnaire, mais Sheridan résiste à cette simplification. Ce qu'il défend, ce n'est pas le populisme bruyant des meetings MAGA, ce n'est pas l'hystérie médiatique des réseaux d'extrême droite, c'est un conservatisme plus ancien, plus organique, plus intime, un conservatisme qui ne rêve pas de guerre culturelle, mais de stabilité, qui ne veut pas humilier ses adversaires, mais préserver un ordre qu'il sent menacé, un conservatisme pastoral, fordien, presque silencieux. Et c'est là qu'il faut faire une distinction essentielle. Sheridan n'est pas la droite. Il est, en revanche, indiscutablement une droite, celle des fermiers, des éleveurs, des communautés rurales, celle qui se méfie de l'État, des idéologues, des intellectuels, mais aussi des milliardaires, des banquiers, des capitalistes hors sol. C'est une droite qui ne croit pas au progrès infini, ni à l'égalité abstraite, mais qui croit à la continuité, à l'expérience, à la responsabilité. Chez Sheridan, le père est toujours une figure tragique. Il ne domine pas, il porte, il souffre, il protège, il sait qu'il va mourir, que ses enfants vont lui désobéir, que sa terre sera vendue, mais il tient, parce que c'est ça, être un homme. C'est une vision archaïque ? Oui, c'est une vision genrée, terriblement, mais ce n'est pas une vision agressive ni haineuse. C'est un conservatisme de l'ombre, du silence, du sacrifice. Il faut aussi rappeler une chose, Sheridan a grandi dans un monde où la droite ne criait pas, où elle ne promettait pas de drain the swamp ni de build the wall, mais où elle croyait aux vertus de la retenue, de la transmission, du territoire. C'est pourquoi Sheridan est souvent comparé à Clint Eastwood. Pas le Eastwood de Grand Torino ou de American Sniper, mais celui de Unforgiven, de Pale Rider, de The Outlaw Josie Wales. Un homme en marge, en colère, mais pudique, en guerre, mais usé. Et plus encore, il est l'héritier de John Ford. Le Ford de La prisonnière du désert, de L'homme qui tua Liberty Valance. Un Ford ambigu, mélancolique, qui savait que les mythes étaient nécessaires, même s'ils étaient faux. When the legend becomes fact, print the legend. Dit un personnage dans Liberty Valance. Chez Sheridan, on ne printe rien, mais on continue malgré tout à marcher dans les pas des anciens. C'est cette filiation idéologique qui fait de Sheridan un cas unique dans le paysage hollywoodien, car depuis les années 70, la droite a disparu du cœur de l'industrie. Le nouvel Hollywood a imposé une culture progressiste, critique, européenne, et les rares poches conservatrices ont toujours été marginalisées, regardées comme des anomalies. Avec Sheridan, cette tradition revient. Pas par la polémique, pas par le clash, mais par la narration, par la constance, par la popularité. Et c'est peut-être ça le vrai tournant.
Le fait que Sheridan ne soit pas un pamphlétaire, mais un conteur, qu'il ne crie pas, mais qu'il raconte inlassablement les mêmes histoires, celles d'un monde qui s'effondre, d'un territoire qui se défend, d'un pays qui cherche à savoir ce qu'il a perdu et s'il peut encore se retrouver. Taylor Sheridan n'a pas pris Hollywood d'assaut, il ne l'a pas provoqué, il ne l'a pas contredit, il l'a contourné. Il a emprunté un sentier déserté, celui que les studios avaient oublié, celui des cow-boys, des terres arides, des silences longs et des récits rugueux. Pendant que l'industrie valorisait les récits urbains progressistes, souvent introspectifs, Sheridan a raconté l'Amérique d'en bas. Pas pour la flatter, pas pour la caricaturer, mais pour l'habiter, pour lui rendre une voix et une complexité. Il n'a pas demandé la permission, il a vendu ses scénarios, il a exigé le contrôle, il a refusé les notes, il a imposé sa grammaire. Et en quelques années, il est devenu ce qu'Hollywood ne savait plus produire. Un empire narratif bâti sur une vision du monde. Ce n'est pas un génie, ce n'est pas un philosophe, ce n'est même pas toujours un grand styliste, mais c'est un homme avec une voix. Et cette voix dit quelque chose que plus personne ne voulait entendre, que l'Amérique profonde n'a pas disparu, qu'elle n'est pas un cliché, qu'elle peut être tragique, contradictoire, digne. Alors oui, il y a des ratés. Oui, le Sheridanverse commence à sentir la redite, la saturation, le produit. Mais derrière les archétypes, derrière les chevaux et les revolvers, il reste un désir de récit, un désir de mythe, un désir de grandeur perdue. Et c'est peut-être ça, au fond, la revanche de Taylor Sheridan. Avoir réconcilié des millions d'Américains avec une image d'eux-mêmes. Non pas idéalisée, mais sculptée dans la douleur, la poussière et le sang. Dans une Amérique qui doute, qui s'éparpille, qui cherche son récit, Taylor Sheridan n'apporte pas de solution, il apporte une histoire. Et parfois, c'est tout ce qu'il reste. Nous, on est d'une sensibilité différente et pourtant, on regarde ces récits, on les écoute, on y trouve une vision du monde, parfois dérangeante, parfois saisissante, parfois cruelle, mais toujours habité. Parce qu'au fond, ce qu'on voudrait, c'est ça. Une droite et une gauche qui s'affrontent, non pas par des slogans, mais par des récits, par des conceptions rivales du monde, du territoire, du temps, de la nature, de la violence, de l'homme, de la femme, de l'honneur. On veut voir des œuvres qui pensent, qui rêvent, qui prennent position, pas des récits tièdes, universels, désinfectés, mais des visions puissantes, assumées, incarné. Et sur ce point, quoi qu'on en pense, Taylor Sheridan a gagné son pari. C'était Contrebande, merci de nous avoir suivis à travers cette série de vidéos. Vous avez été très nombreux et on est très surpris de l'engouement suscité par la chaîne. On revient dès la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo qui, on est sûr, va vous ravir.